Ichimoku Kinkoyo, revue de marché Ichimoku lundi. Il faut que c'est vrai que l'horaire a changé, la date aussi aujourd'hui, du lundi 6 juillet, il est 10h03. Revue de marché spécialement dédiée au marché du Forex, des cryptos. On regardera une ou deux crypto-monnaies et des indices de type SP500, Dow Jones, DAX, CAC 40, etc. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce matin après une courte période de vacances, mais il y en aura d'autres durant l'été. Je vous en informerai. C'est un petit peu plus haché, hein, les revues de marché durant l'été. C'est comme ça, traditionnellement. Pour ceux qui arrivent pour la toute première fois, sachez qu'avec ce petit logiciel de GoToWebinar, vous avez une icône quelque part sur votre écran qui représente ce logiciel. Et à l'intérieur de cela, vous devez avoir un petit carré, un petit onglet où il y a écrit questions. Vous cliquez dessus, ça s'agrandit normalement, hein, si ça ressemble bien à ce que j'avais vu, parce que je n'ai pas la même interface que vous. Et c'est l'endroit où vous pouvez poser vos questions et je les lis toutes sans exception. Et parce que tout le monde ne peut pas les voir, mais en tout cas, je vous les lis toutes sans exception. C'est exactement l'endroit où vous êtes en train d'écrire là, ici et maintenant pour me dire bonjour et pour vous dire bonjour les uns les autres. Et je vous en remercie. Donc, bonjour Marc, Christian, Rémi, Marcel, Bruno, Jérémy, Séri, Jackie, Anthony, William, un autre Jérémy, Guillaume. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Roberto depuis la Suisse, Don Tony, oui, j'ai bonjour aux copains qui dit bonjour à tout le monde. Carmen, Mathieu, Yacine Salomon, Marcel, enfin vous êtes très nombreux, je ne vais pas avoir le temps de tous vous citer, veuillez m'en excuser. Demba, un autre Anthony, Serge, Shérif et plein d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc oui, je vais très bien, je suis très reposé, j'ai la patate, j'ai la pêche, je suis très content de retrouver les marchés, de vous retrouver vous et cette traditionnelle revue de marché. Concernant cette revue de marché, c'est exceptionnel que je l'anime un lundi, puisque d'habitude j'anime le lundi à 10h le Forex, indice et crypto, puis à 11h30 les actions, mais finalement, je m'aperçois que c'est peut-être une bonne alternative et je vais peut-être décaler et faire en sorte que ce soit ainsi maintenant le plus souvent possible, c'est-à-dire faire la revue de marché le lundi concernant le Forex et le mardi celle des actions. J'aurai plus de fraîcheur mentale, vocale aussi, que d'aligner deux revues de marché de pratiquement 3 heures, l'une après l'autre. Et puis pour ceux qui suivent, c'est peut-être aussi plus facile et plus reposant que de les couper et de les proposer en deux fois. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour ceux qui arrivent aussi et celles qui arrivent pour la toute première fois, vous avez mon site sous les yeux. Et sachez que ces revues de marché n'ont pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku, ni surtout pas à délivrer des signaux ou des conseils en investissement. Pour apprendre l'Ishimoku, vous avez toutes les ressources qui s'affichent sous vos yeux sur le site et en particulier aussi le forum que je vous invite à aller voir, où il y a plein d'analyses et plein d'interactions entre les membres nouveaux, intermédiaires et très expérimentés du forum. Vous avez le blog, enfin vous avez la chaîne YouTube hein, avec toutes mes vidéos, des tutos dans le menu vertical du site et vraiment beaucoup d'autres ressources. Alors, je regarde si vous avez des commentaires et des questions et on démarre. Alors, concernant le marché des indices et Forex, c'est celui que j'anime depuis maintenant plusieurs années. Les actions, je le fais depuis moins longtemps. Et vous êtes très nombreux à vous être inscrits et à y participer. Je tiens à vous en remercier. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur de voir l'intérêt que vous portez à cet outil magnifique qu'est l'Ishimoku Kinkoyo. Paradoxalement, où il y a beaucoup moins d'inscrits sur, enfin beaucoup moins, il y en a quand même pas mal, mais moins d'inscrits sur les revues de marché actions. Et c'est pourtant sur les revues de marché actions que je reçois le plus de questions. C'est peut-être une question aussi d'expérience et de connaissance. À ma connaissance, et si je ne me trompe pas, je n'ai pas reçu de questions d'analyse, de demande d'analyse particulière sur le marché du Forex, des cryptos ou des indices avant de démarrer. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir analyser le marché comme si j'étais tout seul. Je vais vous inviter à suivre et puis je vais déterminer pour moi-même, via mon regard sous le prisme de l'Ishimoku, si je détecte comment dirais-je, des possibilités, des probabilités pour établir des plans de trading. Alors, pour démarrer,
Je vais commencer puisqu'il s'agit d'une revue de marché indice, crypto et forex. Pas de son chez moi, nous dit Samuel, mais je pense que tout le monde a du son, donc je pense que le problème Samuel... Ah si, ça y est, c'est arrivé chez Samuel, tout va bien. Donc on a retrouvé Samuel, on est très content. Je vais démarrer par le SP500. Alors, c'est toujours délicat lorsque l'on fait des analyses comme moi de dire, voilà, regardez, j'ai eu raison, etc. Dans ce monde un petit peu du trading francophone, je ne sais pas comment c'est ailleurs, où on a toujours tendance à vouloir se mesurer les uns et les autres. Oh, j'ai eu raison, je suis le meilleur, les autres sont des mauvais, etc. Donc, tel n'est pas mon propos. Je ne cherche pas du tout à avoir raison ou à avoir tort. Il n'en empêche pas moins que, indépendamment de ma volonté d'avoir raison ou d'avoir tort, je ne me suis pas trompé dans mon analyse concernant les indices via l'Ishimoku et en particulier, puisque je vous en parle maintenant depuis des mois, avec les Fibonacci. À ce propos, pour ceux qui arrivent pour la première fois ou ceux qui n'ont pas eu, vous trouverez ici sur mon blog, vous voyez, vous allez sur mon site, vous cliquez sur l'onglet blog ici et bon, je vais probablement en écrire un autre prochainement, j'attends que ça avance un peu. Ici, vous verrez SP500, DAX, tous les niveaux sont atteints et maintenant, vous avez 7 épisodes, c'est-à-dire que depuis le mois de mars, j'écris des articles régulièrement, c'est pour ça que je l'ai appelé une série, sur les niveaux de Fibonacci et les indices avec l'Ishimoku. Donc cela vous permettra de mieux comprendre et de mieux savoir comment utiliser ces Fibonacci sur les indices. Donc nous avions remarqué ensemble, et j'avais mis en avant, si vous voulez, en lumière le fait que suite au crack qu'il y a eu suite au Covid-19 et au confinement, depuis les prix n'ont cessé de se reprendre et il est tout à fait remarquable de constater comme les niveaux de Fibonacci jouent parfaitement leur rôle depuis cette reprise. Nous avions eu d'abord un premier retour sur les 23,6. Je vous le résume rapidement, puisque les Fibonacci, ça marche, il y a une manière d'utiliser les Fibonacci. On atteint ici le niveau des 38,2, on retrace sur le niveau des 23,6, puis on revient chercher le niveau des 50%. Le niveau des 50% ici est un niveau majeur qui coïncide avec le plat Kijun et le plat SSB ici, c'est-à-dire le point moyen, la zone d'équilibre entre ce que va probablement, peut-être, je ne sais pas, vu l'ampleur et l'exception, le caractère exceptionnel de la situation, je ne pourrais pas dire qu'il va y avoir un range entre ces deux niveaux, ce qui serait quand même très extrême et pratiquement jamais vu. Donc là, ici, on ne va pas parler de range. Mais c'est le point d'équilibre, on va dire la zone d'équilibre entre le point haut ici, c'est-à-dire là où étaient les prix avant le crack, et le point bas où sont descendus au plus bas les prix au niveau après le crack. Et une fois que nous avons atteint le niveau de 50%, le niveau majeur des 50%, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous saviez que c'est un niveau, on en avait parlé, le niveau de 50% est un niveau majeur lors de ces niveaux de retracement. Nous avions vu apparaître au-dessus de ce niveau des chandeliers de retournement haussier. Bon, vous souvenez-vous, ça avait créé une polémique avec d'autres analystes, puisque eux, ici, ils voyaient des pendus, ils ne pouvaient pas considérer qu'ici c'était des marteaux et un avalement, puisqu'ils considéraient que c'était un sommet. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais vu la configuration, après avoir tapé le niveau majeur aussi des 61,8, pourquoi majeur? Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on utilise les Fibonacci, que théoriquement, et j'insiste sur l'aspect théorique de la situation, de la définition que je vais donner, on dit que lorsque, après un mouvement baissier ou haussier, lorsque le niveau de retracement des 61,8% est atteint, voire dépassé, en général, le marché reprend la tendance préalable. Donc après avoir tapé ce fameux niveau entre les 50% et les 61,8, après avoir tapé les 61,8 de Fibonacci, c'est normal que l'on retrace sur la Kijun-sen, puisque les Fibos fonctionnent toujours comme ça, on tape un niveau, on en casse un autre, on revient sur les précédents pour repartir à la conquête des suivants. Il est donc, à partir de ce moment-là, normal d'interpréter ces chandeliers non pas comme des pendus ou des dojis baissiers, et bien ici un avalement haussier, puisqu'il s'agit d'un mouvement de retracement après avoir tapé ce niveau majeur sur le niveau de 50%, le niveau majeur de la Kijun-sen, avant de repartir, comme d'habitude, à la conquête des niveaux suivants. Donc le niveau majeur suivant était le niveau des 78,6. Ensuite, après avoir tapé le niveau et dépassé le niveau des 78,6, il est normal, encore une fois, en tout cas tout ça correspond à une logique de revenir chercher le niveau de 61,8
Et là, aujourd'hui, nous avons un mouvement de hausse assez formidable. Je n'ai pas regardé pourquoi. Souvent, ces mouvements de hausse sont souvent accompagnés soit par des décisions de politique monétaire, soit par des politiques de relance, soit par des rumeurs de vaccins. Et les mouvements de retracement, à contrario, sont souvent aussi comment dirais-je, l'impulsion est donnée par des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire une augmentation des cas de Covid aux États-Unis, des zones européennes qui sont confinées à nouveau, la peur et la crainte légitime à ce qu'il y ait une seconde vague, etc. Mais la question qui est posée un peu partout, c'est-à-dire que de nombreux analystes sont en permanence baissiers parce qu'ils ont une vision très négative de l'économie suite à cette crise sanitaire, ce qui n'est pas ma propre vision, mais ça c'est une autre histoire, j'en avais déjà parlé et on n'est pas là pour parler de ça ici et maintenant. Néanmoins, ce dont ces analystes ne tiennent pas compte, c'est de l'injection massive historique du jamais vu dans l'histoire de la bourse de liquidités par les banques centrales qui rachètent de l'obligation d'entreprise, qui rachètent de la dette d'État. Autrement dit, la dette est effacée à partir du moment où une banque centrale rachète de la dette, c'est de l'économie de base, rachète de la dette d'État, autant dire que cette dette n'existe plus, puisqu'elle est rachetée par de l'émission monétaire qui, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer en plus dans le détail, parce qu'on ne va pas faire ici un cours d'économie, ne provoque pas d'inflation, donc tout va bien, entre guillemets, hein, c'est avec le sourire, il y a une part d'ironie dans ce tout va bien, donc il est normal, dans ces conditions-là, de voir les marchés progresser et se diriger vers leur cible qui m'apparaît comme étant maintenant naturelle, c'est-à-dire le niveau de 100% de retracement de Fibonacci. Si on n'a pas de connaissances économiques et si on ne fait pas la même analyse économique que moi, on peut avoir du bon sens. Et je n'ai aucune certitude, c'est-à-dire que je n'oserais pas dire qu'on va obligatoirement et avec certitude aller chercher le niveau de retracement de 100%. C'est pour ça que j'utilise le terme de probabilité. La probabilité me semble élevée dans le sens où, à partir du moment où les fameux 62% sont dépassés, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la fameuse théorie des 62%, une fois passé, on reprend la tendance initiale. Une fois après avoir atteint un niveau qui n'est pas un niveau majeur de 78,6, je ne vois pas pourquoi, en étant parti de zéro et en ayant franchi tous ces obstacles majeurs, je ne vois pas pourquoi la psycho de masse, la masse des investisseurs sur le marché, qui, comme moi, je suis capable, et comme vous, vous êtes capable de voir ce niveau de 100%, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter la masse dans son désir, parce que c'est de ça dont il s'agit en trading plus que d'économie, dans son désir d'aller chercher le niveau de 100%. Voilà, ça c'est pour remettre les choses dans leur contexte global. Ici et maintenant, les prix arrivent sous un niveau de résistance qui est le niveau des 3200 points. Je suis sur le futur qu'on voit ici, qu'on peut regarder, observer ici par le passé. Une fois que ce niveau, donc là, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter les prix. Il y a bien une résistance. On va peut-être faire du range intraday, du range swing, si vous voulez, entre ces niveaux, entre le niveau des 3100, c'est-à-dire le 78,6 de Fibonacci, et peut-être ce niveau de 88,60 de Fibonacci. Mais à partir du moment où on aura franchi ce niveau, là, il n'y aura plus trop de doute à avoir sur le fait qu'il deviendra extrêmement probable que les prix retournent chercher le niveau de 100%. La seule chose qui pourrait arrêter ce mouvement, et encore selon moi ce serait provisoire, ce serait qu'il y ait réellement une nouvelle crise Covid, non pas des premières vagues qui sont faussement appelées des deuxièmes vagues, parce que les zones aux États-Unis où arrive le Covid, c'est des zones qui n'avaient pas été jusqu'à présent trop exposées au Covid, donc c'est normal que ça arrive à un moment donné, étant donné en plus la politique sanitaire pratiquée aux États-Unis. Mais si cela ne prenait pas d'ampleur, et je l'espère, parce qu'à ce moment-là, tout ce que je viens de raconter pourrait s'écrouler comme un château de cartes, évidemment, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter les prix jusqu'au niveau de 100% de Fibonacci. C'est la raison pour laquelle, depuis des semaines et des mois, personnellement, je dis à voix haute sur les réseaux sociaux et ailleurs que je ne suis pas vendeur. Alors, je ne dirais pas pour autant que je suis acheteur, je n'achète pas d'indices, etc. C'est suracheté, c'est compliqué. Je peux faire de l'intraday, trader les cassures de range intermédiaire, comme on va le voir dans quelques instants. En tout cas, je profite de tous ces mouvements de retracement. En tout cas, vous le savez si vous suivez ma revue de marché actions. J'ai fait des courses extraordinaires sur le marché des actions.
C'est quelque chose qui arrive rarement dans une vie et je suis très bien et très content de les avoir fait. J'ai acheté très bas et j'ai racheté les mouvements de repli. Je me suis renforcé sur certains niveaux de repli et c'est un bon début pour conserver un portefeuille quelques années. Voilà. Ça, c'est tout autre chose. Maintenant que j'ai planté le contexte global, excusez-moi si j'étais un petit peu long, mais ça m'apparaît comme étant nécessaire, je vais passer sur des analyses de plus court terme pour voir s'il est possible en swing, en intraday, de faire des plans de trading. Comment doit-on tracer les niveaux exactement de Fibonacci, me demande Mathieu. Alors, je ne vais pas l'expliquer ici parce que ce n'est pas le propos. Ici, c'est une revue de marché Ishimoku. Mais n'hésite pas à exactement tel que tu viens de l'écrire ici, à taper dans Google comment tracer les niveaux de Fibonacci et cela te sera facilement expliqué dans Google. Autant il y a des tutos qui disent plein de bêtises sur l'Ishimoku dans Google, autant les trucs de base comme comment tracer des niveaux de Fibonacci, il est difficile de ne pas trouver la bonne réponse. Parfait. Anthony l'a expliqué sur le forum ce week-end. Donc, vous allez voir sur le forum, Anthony a expliqué comment tracer les niveaux de Fibonacci. Idem pour les extensions de Fibonacci. Bien. Maintenant qu'on a planté le contexte global, nous allons basculer sur le graphique H4 pour constater que les prix font du range, en fait, grosso merdo, à quelques points près, entre le niveau de 61,8 de Fibonacci et le niveau ici de 88,6 de Fibonacci, qui est un niveau intermédiaire. Nous avons bien notre nuage Ishimoku qui est totalement à l'horizontale et à partir duquel il est possible de tracer un rectangle. Donc, comme nous ne sommes pas complètement bébêtes, nous n'allons pas acheter la cassure ici après repli et lorsque les prix seront revenus proches de la Tenkan-sen pour aller chercher les 100%, s'il y a cassure de ce rectangle sans avoir cassé le niveau des 88,60. Hein, ce serait complètement idiot. De la même manière que j'expliquais il y a quelques semaines avant mes vacances, que si le niveau des 61,8% avait été cassé, la probabilité pour qu'on retrace de façon plus profonde sur le niveau des 50%, ce qui n'aurait toujours pas remis en question la hausse, nous ne l'aurions pas fait tant que nous n'avions pas cassé ici le niveau des 61,8. Donc nous ne savons toujours pas si finalement ce range va casser ou pas, mais nous pouvons attendre patiemment que cette situation se produise. Personnellement, et vu tout ce que je viens de raconter, sauf si on nous annonce quelque chose lié au Covid, mais attention parce que ça peut provoquer des mouvements très puissants mais qui peuvent être temporaires parce qu'il suffit que derrière une banque centrale dégaine je ne sais quoi encore pour que ça reparte dans le sens inverse. Personnellement, si des chandeliers de retournement et des soulèvements venaient à se produire sur le haut de cette dérive latérale, je ne serais toujours pas vendeur. Par contre, si les prix revenaient chercher, comme ça a été le cas ici, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, j'étais pas présent quand c'est arrivé en H4, ici avec cette pénétrante et le ressaut qu'il y a eu sous cette borne basse, avec un stop sous le niveau des 61,8, ici je pourrais devenir acheteur pour continuer à trader dans le sens du range, voire même attendre la cassure par le haut, puisque vous avez compris que je l'imagine comme étant très probable. Bien que je n'ai pas de certitude et que je ne dise pas que ça va arriver comme certains analystes sur Twitter qui disent ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, d'autres ça va monter, ça va monter. Moi, j'en sais rien. J'établis des probabilités par rapport à l'analyse technique et à mon analyse fondamentale. Au-dessus des 88,6, si nous devions avoir un chandelier daily, par exemple, là nous sommes sur du H4, mais il faudra attendre la confirmation en daily qui venait à casser ce niveau des 88,60 de Fibonacci, vous l'avez compris, je pense que la probabilité pour qu'on aille chercher les 100% deviendrait très élevée et à ce moment-là, après throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui devraient remonter, si elles ont le temps de remonter, je pourrais envisager un achat pour aller chercher le niveau des 100%. Une fois qu'on aura atteint le niveau des 100%, si on y arrive, ce sera une autre histoire, une étape totalement nouvelle redémarrera et on en reparlera. Pour le moment, c'est totalement prématuré. Donc, nous pourrions très bien avoir une cassure, un gros repli comme on le voit souvent et à ce moment-là, pouvoir entrer pour aller chercher le niveau des 100%. Ça n'engage que moi. Une fois qu'on a analysé le SP500, quelque part, on a fait l'analyse de tous les indices. Puisqu'ils suivent le SP500, on a le Nasdaq qui dernièrement est un petit peu en avance, mais enfin c'est particulier avec les GAFAM. Le DAX, donc regardez, ça, ce sont des graphiques que j'ai tracés avant de partir en vacances. Et comme vous pouvez le constater, on va enlever le canal haussier qui est apparent en mensuel.
Comme vous pouvez le constater, ça ressemble terriblement à ce que l'on peut observer sur le SP500. Je crois même, en étant revenu de vacances la semaine dernière, il me semble que sur le forum, j'ai écrit que si ce, d'ailleurs, vous voyez les petites flèches là, vous voyez, j'ai écrit que si ce range intermédiaire, vous savez, les fameuses poupées russes que j'explique sur mon blog, la boîte dans la boîte de la boîte, j'ai expliqué que si cette poupée russe, cette poupée russe venait à casser par le haut, la probabilité pour qu'on aille chercher la borne haute de cette dérive latérale deviendrait importante. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Donc je pense que nous devrions, s'il n'y a pas d'annonce sanitaire désagréable dans les jours et heures à venir, nous devrions sans grande difficulté atteindre le niveau des 12 938, voire des 13 000 points. Alors, comme pour le SP500, si on atteint ce niveau, je ne le vendrai pas, toujours pour les mêmes raisons. Et il y aura matière aussi en intraday. On pourra basculer sur du 15 minutes ou sur du H1 pour faire un petit trade sympathique en intraday, en tenant compte du contexte global. La cassure ici des 12 942 devrait très probablement engendrer 13 000 le chiffre rond, et en suivant le niveau de 88,60 de Fibonacci. Ça m'apparaît comme étant un bon plan intraday. Au-dessus du niveau des 88,60, exactement comme pour le SP500, j'attendrai un throwback sur la ligne de l'Ishimoku s'il y a matière à, parce que là, le surachat commence à être extrême. Et en tout cas, je serais très content, même si je ne traite pas le DAX, je serais très content de voir les actions allemandes qu'il y a dans mon portefeuille grimper jusqu'à ce que le DAX arrive jusqu'au niveau des 100%. Si à contrario, on venait à retracer pour une raison ou une autre sur le niveau des 61,8, vous pouvez voir ici la ressemblance avec ce qu'on vient d'analyser sur le SP500, pénétrante ici, chandelier de retournement avec ressaut, ce sera la possibilité d'acheter pour taper jusqu'en haut du range ici, mais pour ceux qui veulent trader à plus court terme ici, nous avons ce niveau intermédiaire et ces niveaux intermédiaires. Alors évidemment, je n'enseigne pas comment trader dans ces revues de marché. Il ne suffit pas de dire là je fais de l'analyse technique. L'analyse technique c'est facile, c'est à la portée du premier venu. Il n'y a pas besoin, comme je le dis souvent et que je le répète, de sortir d'une grande école de finance ou de commerce pour faire de l'analyse technique. N'importe qui peut le faire. Mon fils de 10 ans commence à le faire et le fait à peu près bien. Il est en CM2. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est le timing d'entrer en position. Donc, il est facile de dire voilà les niveaux, mais après, ça c'est une autre histoire et ça, je l'enseigne dans ma formation Ishimoku et ça c'est la pratique du trading. Le timing d'entrée en position se fait sur les lignes de l'Ishimoku, sur les unités de temps inférieures, accompagnées le point de départ nous est souvent donné par les chandeliers japonais. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire ici, puisque de toute façon, je ne donne pas de conseils en investissement. Donc, quand je dis il y aura moyen de trader dans cet espace ou dans cet espace ou dans cet espace ou dans ces espaces, évidemment, il faut savoir le faire. Nous savons le faire lorsque nous avons de l'expérience. Si on n'est pas encore expérimenté, ça s'apprend. Donc, on a fait le SP500, on les a tous fait. On peut regarder le Dow Jones pour s'apercevoir que le Dow Jones, nous sommes aussi dans une configuration similaire. Alors, un peu en retard en ce qui concerne les niveaux de retracement. Néanmoins, en ce qui concerne l'analyse globale, la configuration graphique globale, c'est exactement la même chose. Donc là, nous pouvons constater qu'une cassure de ces niveaux. Alors, l'importance dans le mot cassure, c'est la clôture. C'est-à-dire qu'une cassure, c'est en clôture. Là, ici, nous sommes sur du H4. Regardez, les personnes qui n'ont pas attendu la clôture avec ce chandelier ici, ils ont été très contents et puis finalement, ils ont vu tout leur joie basculer dans un sentiment de tristesse, puis pour finalement probablement perdre leur trade. Donc, quand on dit cassure, c'est vraiment en clôture. Il faut que le chandelier, au niveau de son corps plein, ait cassé pour que l'on puisse attendre le throwback, puisqu'ici nous sommes totalement surachetés étant donné l'éloignement des prix par rapport à la Tenkan-sen, pour pouvoir ensuite, après le throwback, aller chercher le niveau de 78,6 de Fibonacci, et au-dessus du 78,6, le 88 et quelques, et ensuite, ben voilà, il est là, et ensuite les 100%. Alors, nous avons notre pépère, le CAC 40, qui lui, tiens, ben, il nous a fait un joli gap, il est content. Il a la queue qui frétille ce matin, il suit ses copains américains et il est aussi exactement dans le même type de configuration. Quand le SP500 est en range, il est en range. Quand le SP500 hésite, il hésite. Quand le SP500 décolle, il décolle. La différence fondamentale, c'est que le SP500 va prendre 2% et que le CAC va en prendre 0,5. Mais sinon, c'est la même chose, même configuration. Donc, si le SP500 dans la journée, dans les heures qui viennent, venait à confirmer
sa nouvelle accélération. Mais alors attention, puisque lui, le SP500 est déjà sous résistance, me semble-t-il. Là, je suis revenu sur le SP500. De toute façon, il faut attendre un throwback. Vous voyez, il est en train de casser ces niveaux là. Ces niveaux ont cassé. Si on observe à nouveau le SP500, la mèche haute qui est ici, qui était le point haut, a été cassée par ce Marubozu, par ce passant de ceinture. Néanmoins, le surachat est extrême, donc il est imprudent de rentrer dans des situations extrêmes. Mais si après pullback ou si après période de range intraday, le surachat venait à se résorber, à ce moment-là, nous pourrions envisager d'aller chercher ici, ce niveau, je regarde même pas les prix, je regarde les niveaux, puis deux, le haut de la dérive latérale. Et seulement et uniquement à ce moment-là, nous aurions le signal pour que le CAC 40, le DAX et tous les autres puissent aller chercher les niveaux suivants. Donc là, on a fait un gap au-dessus des 5086, là on a un chandelier qui est tout vient. Mais si le SP500 confirme, le fameux niveau des 5000 aura été cassé et au-dessus des 5100, je pense que nous irons chercher les 5200 sans grande difficulté. Alors évidemment, question de timing, ça je vous l'expliquais pas dans ces revues de marché. Le timing, il faut apprendre à l'utiliser. Yacine me demande comment tu aurais pu savoir qu'il fallait acheter car c'était le premier ressort. Non, c'est à titre d'exemple quand tu parles ici, Rousseau, c'est à titre d'exemple. Néanmoins, je ne sais pas si tu as fait la formation Ishimoku ou pas, Yacine, mais lorsque l'on utilise l'Ishimoku, nous savons, et c'est une des grandes forces de l'Ishimoku, à partir du moment où le twist qui arrive dans le niveau futur, j'ai pas fait le calcul il était déjà apparu avec ce ressaut dont je parlais tout à l'heure, je pense que tu parles de ça. Donc c'est à titre d'exemple. J'ai dit que nous aurions pu entrer ici. Si j'ai dit ça, je m'excuse et je retire ce que j'ai dit. J'ai dit c'est une configuration similaire apparaît, je pourrais éventuellement le faire. Néanmoins, grâce à l'Ishimoku, lorsque nous avons une tendance mais je ne donne pas de cours Ishimoku, j'ai dit, très forte comme ça avec un repli, le twist se produit et à partir du moment où il y a le twist, nous sommes capables, grâce au twist, d'établir la borne haute et la borne basse du probable range avant tout le monde. Je dis probable range parce que théoriquement, en chartisme, il faut 2 points de contact en haut, 2 points de contact en bas pour qu'un range soit avéré. Et nous, avec l'Ishimoku, nous pouvons le faire avant tout le monde. On bat le marché, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ici voient ce mouvement baissier continuent de vendre parce qu'ils n'ont d'yeux que pour la tendance qui est ici. Et nous savons que nous arrivons très probablement sur une borne basse. Donc, si le twist était apparu, nous aurions pu le faire avec cette pénétrante grâce au twist. Mais ça, c'est des connaissances qu'il faut avoir en Nishimoku. Mathieu me demande qu'est-ce que ta ligne en pointillé vert? Ma ligne en pointillé vert, ce sont les prix ici et maintenant, le niveau de prix. Donc, si ça monte d'un point, elle va monter d'un point. Si ça descend de 20 points, elle va descendre de 20 points. Marcel me demande pourquoi tous les indices partent dans le même sens. Le CAC pourrait bien se porter grâce à ses actions et le Dow Jones plonger de façon magistrale à cause de ses soucis à lui. Et ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'économie américaine donne le ton. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce que sinon on ferait encore une fois un cours d'économie et ce ne serait pas le cas. Parce que le marché est un phénomène moutonnier, c'est un phénomène de psychologie de masse. Alors il peut y avoir exceptionnellement, par exemple, si tout va bien aux États-Unis et que je sais pas, moi, Madame Merkel se casse le bras, pour ne pas dire quelque chose de plus grave, on peut avoir des moments de décorrélation. Mais au niveau du momentum, les indices mondiaux suivent le SP500, c'est le maître étalon, c'est comme ça. Il y a des raisons. Si l'économie se porte bien, tout le monde se porte bien, américaine, pardon, si l'économie américaine se porte mal, tout le monde se porte mal. Si le CAC 40, s'il se passe quelque chose en France et que le CAC 40 dévisse, le monde s'en fiche un petit peu et ça n'empêchera pas les actions de baisser ou monter malgré ce qui peut se passer ici et maintenant en France par rapport à la situation globale puisque nous vivons dans un monde globalisé. Si les actions, c'est pareil, c'est la question fondamentale. Alors c'est compliqué. Là, je peux pas. Il faudrait qu'on se rencontre, qu'on aille boire un café, puis nous pourrions en parler, Marcel. Mais euh, souvent, les actions aussi, bien sûr que ça a à voir avec les actions. Si tu prends LVMH, si tu prends L'Oréal, par exemple, qui tire en ce moment le CAC 40, si tu prends, mais là, on est sur le marché du forex.
Donc, on en reparlera éventuellement demain lors des marchés actions, mais très rapidement. Si tu prends Schneider Electric, si tu prends Worldline, ce sont des actions mondialisées. C'est-à-dire qu'elles ne font pas leur business en France, elles le font dans le monde entier, elles le font en particulier aux États-Unis, en Chine, en Asie, etc. Voilà. Alors après, si on prend une action franco-française qui ne fait son business qu'en France, déjà, je ne sais même pas s'il y en a un CAC 40, peut-être les Grainvolt, c'est encore. Et après, c'est une question sectorielle aussi. Donc, si les techs américaines vont de l'avant, les techs européennes vont de l'avant aussi, puisqu'elles travaillent dans un marché mondialisé. Legrand, par exemple, qui monte en ce moment où Schneider Electric, il ne fait pas son business en France. Il va profiter de la relance mondiale. Voilà, maintenant que l'on a fait les indices, nous allons partir sur le marché du Forex. Alors, AUD, CAD. Eh ben, vous voyez, j'ai fait je sais même plus quand est-ce que je suis rentré de vacances, mais enfin, à peine je suis rentré de vacances, je me suis jeté sur les graphiques puisque j'adore ça. Et donc, j'ai fait une analyse et j'ai partagé un plan de trading sur le forum concernant l'AUD-CAD et depuis, je suis pas allé voir ce qui s'était passé. Et j'avais dit que si cette dérive latérale que nous avons ici sous les yeux, hein, matérialisée par le nuage de l'Ishimoku qui est à l'horizontale, si cette dérive latérale venait à casser, après throwback, et alors là, ce qui est très sympa, c'est que le surachat n'est pas flagrant. C'est-à-dire que oui, nous avons bien un petit écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Ce serait bien qu'il se résorbe. Néanmoins, les prix ne sont pas très éloignés de la Tenkan-sen, en tout cas grâce à ces doji que nous avons ici, pas très éloignés. Et donc, j'avais dit, bonjour Didier, bah, toutes les explications euh, sur les indices que tu m'as demandé par mail, je viens de les terminer. Le CAC, etc., etc. Donc, il faudra que tu regardes sur YouTube. En tout cas, bonjour et bienvenue à toi. Euh, donc, AUD CAD, hein, c'est bien ça, oui, je dis pas de bêtises. Si jamais cette dérive latérale venait à casser par le haut, hein, en clôture, hein, il faut bien là, avec un doji, ce serait plutôt un signal vendeur. Mais vous voyez, on a ne serait-ce qu'un pip. Un pips cassé au-dessus du range, cela veut dire qu'on ne peut plus le vendre, même s'il y a des signaux de retournement. C'est pas vrai qu'on ne peut plus le vendre, mais si on veut respecter à la lettre les règles que nous nous fixons dans le trading range avec Ishimoku, nous ne pouvons plus le faire. Donc là, acheter cette configuration pour le moment, c'est prématuré, donc il faudrait laisser casser, attendre un throwback soit sur la borne haute du range, soit sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter dès les unités de temps inférieures. Hein, on n'est pas obligé de l'attendre sur le H4, on peut aller le chercher, ce throwback sur les lignes de l'Ishimoku sur le H1, mais ça, vous le connaissez. Et à ce moment-là, selon moi, la cible serait l'extension de SSB Weekly que nous avons juste au-dessus. Je n'ai pas vu d'autres obstacles, mais j'ai peut-être mal regardé, si ce n'est, et ça pourrait être suffisant comme objectif, le chiffre rond des 0,95. Donc, vous voyez, en intraday moyen terme, on va dire, la cassure de cette dérive latérale pourrait m'offrir à moi et uniquement à moi, puisque je ne donne aucun conseil en investissement et je ne partage pas de signaux et ça n'engage que moi, c'est ça que je veux dire, la cible des 0,95. Donc, comme je ne donne pas de cours Ishimoku, je ne vais pas aller regarder sur le weekly pour vous montrer comment est-ce que j'ai tracé l'extension de SSB weekly ici. Ça, normalement, vous savez le faire. Et si vous ne savez pas le faire, ben, vous pouvez l'apprendre en lisant tous les tutos et toutes les ressources gratuites qu'il y a sur mon site, mon blog et sur le forum. Et accessoirement, si le cœur vous en dit, un jour, achetez mes formations. Donc, AUD CAD, c'est fait. AUD Yen. Alors, je regarde vos questions en même temps. AUD CAD. Alors attendez, quelqu'un me dit quelque chose sur AUD4, donc je vais regarder. Un achat hebdo. Bonjour Patrick, l'AUD4. AUD4, Anthony, qui voit toujours ce que je ne vois pas. Tu es mes yeux, Anthony, je te remercie. Sans toi, je vivrais dans l'ombre. Tu es la lumière dans l'obscurité. AUD4, Chikou hebdo sous SSB. Alors, AUD4, Chikou hebdo sous SSB. Non, j'en fais pas trop, Anthony, c'est juste de l'humour. Chikou Hebdo sous SSB. Alors, ouais, je vois pas de Chikou Hebdo sous SSB, moi. Chikou sous les prix et sous la Tenkan-sen. Les prix sous la SSB. Ah non, mais là, je suis sur AUD Yen. C'est normal que je ne le vois pas. Absolument. Tu as tout à fait raison, Anthony, et cela coïncide parfaitement avec mon analyse. Donc, nous sommes d'accord.
Donc tu vois, nous avons le même phare. Donc la cassure de la dérive latérale ici en intraday à 0,841440 pourrait provoquer une accélération au moins jusqu'à 0,95. Et comme nous ne sommes que lundi, ça n'a pas d'importance que la Chikou-Span soit sous la SSB, parce que nous pouvons très bien avoir une mèche ici qui aille chercher les 0,95, puis que finalement en fin de semaine, ça repasse dessous et que la Chikou n'ait pas cassé sa SSB. Mais le niveau est exactement le même, donc nous sommes tout à fait d'accord, et cela n'invalide pas, a priori, hein, n'invalide pas mon analyse. On pourrait aussi utiliser l'extension de Kijun-sen que nous avons ici à gauche du graphique pour s'apercevoir, encore une fois, de la précision chirurgicale de l'Ishimoku Kinkoyo, puisque la mèche haute ici vient taper exactement ce niveau. Donc maintenant que nous avons fait cette observation commune, nous revenons sur le graphique H4 pour s'apercevoir ici, regardez la formidable précision de l'Ishimoku. Il faut bien évidemment attendre que les 0,9450 cassent pour pouvoir aller chercher en intraday les 0,95. AUD Yen. Alors là, c'est le bazar, on n'y voit plus rien. Alors maintenant, je vais aller très vite, puisque j'ai déjà passé 39 minutes. Donc maintenant, j'accélère. J'oublie tout l'aspect pédagogique et je regarde comme si j'étais tout seul. AUD Yen, tac. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le nuage ici en H4 est totalement à l'horizontale et que donc il n'y a pas de tendance, que je peux très probablement tracer un niveau de support ici. Ça c'est facile, hein, j'ai mes 3 points de contact. Je prends le dernier point le plus haut ici. J'ai d'autres niveaux de résistance. Juste au-dessus ici, j'ai des niveaux de résistance à 75-62. Donc pourquoi pas, si jamais. Alors là maintenant c'est quelque chose, on va basculer sur du H1. Ça m'intéresse un petit peu moins parce que j'ai moins le temps en ce moment de faire de l'intraday. La cassure ici des 75-35 pourrait engendrer une cible en intraday à très court terme sur les 75-50. Il y aurait 15-20 points à prendre. Et pour en être sûr et pour ne pas faire de bêtises, on bascule sur le daily pour voir s'il n'y a pas d'obstacle. Entre ces niveaux que l'on vient de tracer, il semblerait qu'il n'y en ait pas. On regarde sur il faudrait passer ici la Chikou-Span, vous voyez, ouais, c'est pas terrible. Je préfère AUD-CAD, c'est plus propre. AUD-CAD. De toute façon, on va pas faire toutes les paires en AUD, donc si on a repéré une paire en AUD, il n'y a pas besoin de toutes les trader. AUD-USD, très sympathique. Toujours pareil, hein, en dérive latérale. De toute façon, le marché du Forex depuis la crise du Covid, là, depuis un certain temps, n'est que en range, exclusivement que en range. Nous avons ici une dérive latérale que l'on peut matérialiser comme ceci, hein, avec la zone d'équilibre. À l'intérieur de la zone de la dérive latérale, ici et maintenant, les prix sont sous ce niveau de résistance. Si on veut être encore un petit peu plus prudent, on déplace notre ligne, on la met pile poil sur la Kijun ici en extension et on voit encore une fois la précision chirurgicale de l'Ishimoku. La cassure des 0,6981 engendrerait 0,70 on va dire. 20 points à prendre puisque quand on a un chiffre rond au-dessus de l'objectif qui est à 0,7023, 29, il n'est pas prudent d'y aller puisque souvent le chiffre rond crée une réaction. Donc en 15 minutes, si vous voulez, je vais le matérialiser. 0,70. Sur un graphique, par exemple, 15 minutes pour ceux qui veulent faire du très court terme. Sur un graphique, voilà, 15 minutes. La cassure ici des 0,6983 engendrerait probablement 17 points pour aller chercher les 0,70, ce qui est déjà pas mal, à condition que la cassure ne se fasse pas trop loin de la Tenkan-sen. Puisque vous savez que le gain en intraday ou comme ça en forex n'est pas une question de pips. On peut gagner autant d'argent avec 15 points qu'avec 750 points. C'est une question de pourcentage par rapport au capital. Alors, on va pas toutes les faire, hein, les paires en euros, en AUD. Donc là, je vous propose de basculer par exemple sur l'euro CHF. Alors, euro CHF. Bon, on va faire le ménage puisque je n'avais pas fait le ménage depuis mon retour. Je vois que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Alors là, contrairement à ce que l'on a pu observer sur les graphiques de l'AUD, ici nous sommes dans une tendance baissière dans le sens où elle n'est pas très prononcée, mais le nuage est bien orienté à la baisse et il n'y a pas de twist. On pourrait, si on s'autorise la possibilité de ne pas chercher le point haut qui est tout en haut de l'écran, mais juste celui-ci, nous pouvons même tracer une tendance et constater qu'on est en tendance baissière
sous la Kijun-sen ici. Donc la question qu'on peut se poser, c'est les prix peuvent-ils aller plus bas? Donc pour en avoir le cœur net, à ce moment-là, il faut basculer sur du daily. Et sur du daily, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on n'est pas loin ici de la borne basse de la dérive latérale, de ce niveau de support intermédiaire. En tout cas, on est parti du haut, on a cassé la zone d'équilibre, on se replie, mais enfin, c'est survendu. La probabilité pour que les prix veuillent bien aller chercher l'extension de SSB qui est ici est pas mal pour du court terme, hein. Donc, si on revient sur du H4, il n'y a pas beaucoup d'espace, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faudrait pouvoir casser ici les 1,06, 0,80, les 1,0610 et on est 1,0639. Bon, on va pas s'embêter là dans un mouvement tendanciel sans force pour aller chercher si peu de points. Par contre, si les 1,06 venaient à casser, la probabilité pour qu'on aille chercher les 1,0570 en intraday augmenterait. Alors, Euro GBP, ça tombe bien puisqu'il y a une question. Pierre nous demande, n'est-ce pas trop tard pour rentrer à l'achat sur Euro GBP? Alors, on va faire le ménage. Alors, je ne donne pas de conseils, hein, et je dis ce que je vois moi avec les Shimoku, mais en aucun cas à prendre comme un conseil personnalisé. Donc, si on tient compte de la SSB qui se trouve ici, nous voyons que la probabilité pour que le marché soit dans un mouvement de range est important. Alors, ici, c'est pas difficile de prendre le plus haut. Alors, par contre, quel est le plus bas que nous pouvons prendre? Est-ce qu'il faut le prendre ici, a priori, puisque les chandeliers réagissent ici? Je vais, puisque quand j'ai des difficultés à tracer, j'utilise mon outil de Fibonacci. 50%, ouais, on est pas mal. Pour le mettre sur la SSB. Néanmoins, je vois le support qui est ici et ça me dérange. Je ne peux pas m'empêcher de voir le support qui est là. Et en général, les prix, lorsqu'ils voient un support juste sous notre borne, ils aiment bien aller la chercher. Sauf que là, maintenant, alors c'est un peu tard. Si tu veux viser, la question que tu dois te poser, c'est celle du ratio. Quel est l'objectif que tu veux viser? Alors en sachant qu'à l'intérieur de ce range, nous avons ici l'ASSB qui fait office de résistance, la fameuse zone d'équilibre. Et comme nous ne sommes pas aveugles, nous voyons bien ici qu'il y a un fort niveau de résistance aussi au niveau des 0,90-80 et on n'est pas trop loin. Donc cela voudrait dire que si tu rentres maintenant, tu dois obligatoirement mettre ton stop sous les plus bas qui sont ici pour un ratio finalement qui est inférieur à 1 pour 1,2. Ça doit être un ratio inverse de 2,1. Donc il est trop tard pour rentrer en position si on veut respecter la sacro-sainte règle du money management et du ratio de 1 pour 2. Par contre, ici, mais un dimanche à 22 heures, on n'entre pas en position, hein. Il n'y a que les débutants qui font ça. Donc ici, si ce n'avait pas été un dimanche à 22 heures, on aurait pu rentrer avec ce Maru-Bosu. Mais là, c'est un peu tard, à mes yeux, si on veut respecter le ratio. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Euro-yen, qu'est-ce qu'il nous dit l'euro-yen? Alors, tout est en range, vous voyez, il y a des gens qui sont lamentent, mais les ranges, c'est bien aussi, hein. Donc ici, le range, il est facile à tracer, hein, à minima comme ça, je dirais même plus, probablement comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire là? A priori, le mouvement est haussier et il devrait aller chercher. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire en swing trading, hein, il y a des petites choses à faire en intraday. Est-ce qu'on peut faire quelque chose entre ces niveaux que je viens de tracer? Pour cela, il faudrait basculer sur du 5 minutes. Ici, sur du 5 minutes, on a une nouvelle dérive latérale qui fait quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'elle casse par le bas. Si elle venait à casser, alors on aurait pu prendre appui sur cette dérive latérale. Après, tout ça à valider évidemment sur les unités de temps supérieures, ce que je n'ai pas le temps de faire maintenant. Mais tout ce que je dis maintenant, tous ces plans de trading que je suis en train de construire en intraday et en court terme sont obligatoirement à valider sur les unités de temps supérieures, puisque si au niveau des 121,67 pour aller chercher le niveau que j'ai tracé au-dessus, 121,90, donc 23 points. Si juste au milieu, on a une SSB weekly hebdo qui barre Chikou ou les prix, évidemment, il ne faut pas y aller, hein, comme nous le rappelait tout à l'heure Anthony avec AUD4. Donc, on aurait pu prendre le bas du range qui est ici. Bon, maintenant, c'est encore une fois trop tard. Je pense néanmoins que si l'on casse les 121,70, on peut aller chercher les 121,90. Comment on peut faire? Alors, la paire reine euro-USD, ben, on est sur le 5 minutes, donc on va rester sur le 5 minutes. Pour s'apercevoir qu'ici, nous avons une SSB qui s'est mise à plat, nous avons un twist.
Et comme je disais tout à l'heure à la personne dont j'ai oublié le nom qui me demandait, mais comment aurais-tu pu entrer directement avec le ressaut ici? Voilà, ici nous avons l'exemple typique. Par exemple, ce marteau offrait la possibilité, attention, parce que là j'ai des supports juste en dessous, ce serait ballot de ne pas en tenir compte. Le marteau ici avec la mèche offrait la possibilité d'entrer avec un stop en dessous et de viser 1 à la zone d'équilibre, 2 la borne haute du range. Le passant de ceinture Maru Bozu qui est en train de se dessiner ici et qui va clôturer dans 2 minutes est aussi un signal d'achat. Sauf qu'encore une fois, si on entre ici, entre le stop que l'on doit mettre en dessous, la zone d'équilibre qui est le niveau 1 d'objectif et la borne haute, nous n'avons plus le ratio. Donc, ce que l'on pourrait éventuellement étudier, c'est de savoir que se passe-t-il si les 1,30, 34 cassent. À ce moment-là, on passe sur l'unité de temps immédiatement supérieure pour s'apercevoir qu'on a bien ici, vous voyez, on a bien ici un niveau de résistance qui est le même que l'on vient de citer, les 1,3430, on va dire. Donc, nous n'avons pas l'information sur le 15 minutes. Donc, comme nous n'avons pas l'information sur le 15 minutes, on bascule sur le H1 pour s'apercevoir qu'on peut remonter la résistance ici et que nous avons un deuxième niveau de résistance sur le H1, on va dire ici, puis ici, puis ici. Si on bascule maintenant sur du 4 heures, on va avoir une vue plus globale, et cette vue plus globale, tout ça, ce sont des niveaux intermédiaires, hein, je dis bien intermédiaires dans le range. Alors, vous allez être nombreux à me dire, mais je croyais qu'il ne fallait pas tenir compte des résistances dans les ranges. Oui, il ne faut pas en tenir compte ou pas spécialement en tenir compte quand on achète en bas ou quand on vend en haut, mais quand on est à l'intérieur, bien sûr que l'on peut en tenir compte pour les niveaux intermédiaires. Et vous voyez, comme tous ces petits niveaux sont des niveaux chirurgicaux. Alors les gens diront on ne peut jamais trader avec Ishimoku, il y a des niveaux partout. Mais oui, mais si on ne respecte pas ces niveaux, on perd, que voulez-vous que je dise? Donc là, on va dire que là, il y a une résistance, juste au-dessus, il y en a une autre, et ce n'est que au-dessus des 1,1351 que l'espace s'agrandit pour aller chercher les 1,14. Donc là, nous pourrions, je pourrais, si j'avais le temps et que j'avais la possibilité de rester devant les écrans un peu plus longtemps aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas malheureusement, et qui est de moins en moins le cas en ce qui me concerne, je pourrais surveiller la cassure des 1,1350 et si ce n'est pas trop éloigné de la Tenkan-sen et avec toutes les règles habituelles de l'Ishimoku, rentrer en position pour en intraday aller chercher les 1,14. En swing trading, il n'y a rien à faire. En swing trading, éventuellement, il faudra attendre la cassure des 1,14. Les 1,1420 engendrent les 1,15. Ce grand rectangle, cette résistance qu'il y a ici à 1,15, je ne l'ai pas tracé par hasard. Donc là, on n'a pas trop le temps, mais en basculant sur les unités de temps supérieures, vous voyez, c'est la même que celle du SP500, hein, c'est le point haut et le point bas Covid. Ouais, même pas, ça c'est 1,14, voilà. Au-dessus des 1,14, au-dessus des 1,14, il y a un joli signal selon moi pour aller chercher les 1,15. Toujours une question de logique, hein. Si on a retracé tous les niveaux, je ne vois pas pourquoi au-dessus des 1,14, on n'irait pas rechercher le point haut. Mais 1,14 est un niveau majeur. Donc là, vu où se trouvent les prix ici et maintenant, en swing trading, il n'y a rien à faire. Alors, Marcel dit, pour les paires en USD, regardez avec attention le dollar index. Alors moi, je ne le regarde pas du tout, hein, puisque c'est un panier, mais beaucoup de personnes le font. Et si ça vous est utile, c'est très très bien de le faire. Anthony, pour revenir sur Euro-Yen, me dit que le range hebdo, dont la borne haute et la Kijun mensuelle, dans la zone d'équilibre du range hebdo. Alors attends, l'euro-yen. Alors moi, j'ai tracé un plan 15 minutes, mais alors je reprends. Anthony, range hebdo, dont la borne haute est la Kijun mensuelle. Paf, probablement, hein, ou à moins que ce soit ici. On va aller regarder la Kijun mensuelle. Ok, donc c'est bien, je l'ai bien tracé. Alors, range hebdo, dont la borne haute, c'est-à-dire ici, est la Kijun mensuelle. Dans la zone d'équilibre du range hebdo. Range hebdo, dont la borne haute est la Kijun mensuelle, dans la zone d'équilibre du range hebdo. Ok, nous avons donc la zone d'équilibre ici du range hebdo. Et là, ici et maintenant, en tout cas, ce que l'on va voir en weekly, c'est pour ça que je vous disais qu'il est impératif d'aller regarder les unités de temps supérieures. 121,66, nous avons une résistance majeure. 121,66, nous avons une résistance majeure.
Donc moi, sur le 15 minutes, je voulais aller chercher quoi? 121,91. Donc 121, donc vous voyez, ça coïncide encore une fois. Regardez, 121,66. Je ne sais plus où, si je viens de le tracer ou si je l'ai tracé tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je disais que il faut attendre la cassure des 121,70 pour pouvoir se permettre d'aller chercher les 121,90. Voilà. Beaucoup de SR pour l'intraday, nous dit Anthony, sur l'euro-yen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si je reviens sur de l'hebdomadaire, moi je veux attendre les 121,70. Cela dit, Anthony, regarde, on va agrandir en grand, en grand, en grand. Cela étant dit, regarde, moi je veux passer les 121,70 pour aller chercher les 121,90, 20 points ici. Il me semble que ce soit jouable. Je ne vois pas énormément. Alors la Chikou ici va avoir des soucis, mais c'est la Chikou, 20 points pour la Chikou sur le graphique weekly, c'est peanuts, quoi. Enfin, je veux dire, elle va même pas s'en apercevoir. Maintenant, si je regarde sur un mois, c'est un petit peu trop important le 1 mois pour pouvoir s'embêter pour 20 points, puis je vois pas d'obstacle non plus. Alors ici, nous avons 121,85. La SSB ici à 121,85. Moi, j'ai dit 121,90. Donc rien que le trait, ça va faire mes 5 points. Donc ça reste jouable selon moi. Et si je regarde en daily, donc je veux aller chercher au-dessus des 121,70, les 121,90. Il n'y a rien hein, qui bloque. Donc je pense que c'est jouable d'aller chercher ces 20 points. Voilà. À part Chikou, mon plan est millimétré, dit Anthony. Oui, et Chikou en hebdo, il faut pas trop s'embêter quand on va chercher 15 points de l'obstacle. Si c'est une ESSB pure et dure, ok. Mais là, c'est une Chikou à l'intérieur des prix. 10 points, c'est vraiment, on verra même pas le mouvement sur le graphique hebdomadaire. Alors, Pierre, GBP-USD, je suis rentré en haut du range H4 avec objectif la zone d'équilibre. Qu'en penses-tu? Alors, j'en pense que du bien puisque c'est un des plans que j'ai partagé aussi sur le forum, me semble-t-il. Mais je pense que j'avais, je sais plus ce que, voilà, tu es rentré donc ici. Alors moi, la seule chose qui ne me plaît pas dans ce plan-là, c'est qu'il n'y a pas eu de soulèvement. Et vous savez que dans mon approche du trading range, les soulèvements sont extrêmement importants. C'est-à-dire que si j'ai pas de soulèvement, j'hésite à rentrer. Vous voyez, ici on a un soulèvement, ici on n'en a pas. Tu es rentré en haut du range, alors peut-être tout en haut ici. Alors si tu es rentré en bas de l'avalement, c'est un petit peu plus compliqué parce que si tu tiens compte du fait qu'il y a un premier obstacle majeur ici au niveau de la zone d'équilibre et que tu mets ton stop au-dessus des mèches hautes qui sont ici, tu n'as pas le ratio de 1 pour 2. Donc dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu le faire. Mais si tu es rentré tout en haut ici à 101, 25, 27, il n'y a pas de raison de sortir. Maintenant, c'est mou, vraiment mou, 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 et ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, c'est un peu chiant le trading quand c'est mou comme cela. Si on regarde maintenant en daily, bon, ici, nous avons la grande boîte. À l'intérieur de la grande boîte, nous avons une autre poupée russe qui fait comme ça. Mouvement baissier, mais on repart au-dessus de la zone d'équilibre. C'est-à-dire que si tu es rentré tout en haut, tu risques pas grand-chose. Tu es protégé par la Kijun, mais enfin quand même, c'est embêtant qu'on ait cassé la zone d'équilibre et qu'on soit repassé au-dessus. Mais on a quand même un doji, un pendu, une étoile filante qui est en train de se produire ici, tout au-dessus de la Kijun et pas loin de la SSB. Donc ça, ce niveau des 1,2444 est gênant. C'est ce qui bloque un petit peu ce que l'on est en train de voir, c'est-à-dire la SSB, c'est-à-dire le fameux combat au niveau de la zone d'équilibre. Il faudrait, pour nous rassurer, que le niveau des 1,2444 casse. Donc ce que j'en pense, c'est que tant que tu es en gain, il n'y a pas raison de sortir. Rien ne t'empêche, si tu as peur, de mettre ton stop à zéro. Par contre, au-dessus des 1,2551, c'est plié. Hein, ça repartira, à mon avis, dans le sens inverse. Voilà. Oui, en haut, avec anticipation, les graphiques de mon broker montrent un avalement. C'est pénible les différences avec ProRealTime. Alors c'est surtout qu'en H4, c'est normal qu'on ait des différences, hein, et ça vient pas forcément de ton broker ou de ProRealTime. C'est que selon le broker, il s'aligne sur les heures d'ouverture de Londres ou de New York. Et en fonction, nous n'avons pas les mêmes graphiques H4. Mais ici aussi, nous avons un avalement. Bon, après, c'est peut-être pas le même. Mais si tu es rentré ici, il n'y a pas de raison de sortir. Voilà. GBP USD.
Bon, on a fait quand même pas mal de plans là, hein, intraday. On en a pas mal à se mettre sous la dent. On va aller regarder NZD USD, USD Yen et on finira par le Bitcoin. Alors, NZD USD. NZD USD, bah, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, on ne peut pas faire plus clair. Ça, c'est un graphique que j'ai tracé il y a longtemps. On est toujours dans le range, hein, éternellement dans le range. Je lis des gens qui s'en lamentent, mais bon, les ranges, c'est bien aussi, sauf que c'est bien quand il y a un peu de volatilité. Et là, la volatilité est vraiment faible sur le marché du Forex en ce moment. Si et uniquement si il y avait eu un soulèvement ici, ce qui n'est pas le cas, j'aurais pu, moi, personnellement, parce que je ne donne pas de signaux ni de conseils, envisager de vendre. Avant de le faire, je serais allé voir sur les unités de temps supérieures si mon plan était validé. C'est un petit peu compliqué quand je regarde ne serait-ce que le journalier, puisque le journalier, nous avons ici une borne haute, une borne basse. Nous sommes dans le mouvement haussier qui part du bas vers le haut. Donc là, je dirais que nous sommes dans un range d'attente avant de casser par le haut et de partir chercher, selon la logique que j'expliquais tout à l'heure avec le SP500, le DAX, etc., la même logique que sur EURUSD d'ailleurs, probablement avec des cibles intermédiaires, le haut de cette dérive latérale. Donc dans ce cas-là, vendre la borne haute de ce range ne m'apparaît pas comme étant extrêmement pertinent. Vaut mieux l'acheter en bas. Par contre, du coup, une fois que l'on a observé cela, on peut se poser la question de comment entrer en position à l'achat si jamais le range casse par le haut, puisque nous observons sur les unités de temps supérieures que la logique, la probabilité voudrait que les prix cassent pour aller chercher la borne haute de la grande boîte, de la grande poupée russe. Donc on va dire qu'au-dessus des 0,66, au-dessus des 0,66, le chiffre rond est la mèche haute du doji qui est ici, hein, qui fait résistance. Après throwback, la possibilité de rentrer en position pour aller chercher la borne haute qui est tout à fait en haut en swing trading apparaît comme étant tout à fait possible. Et donc là, on sort de l'intraday, puisqu'au-dessus des 1,66, on va chercher les 1,6750. On peut considérer sur le marché du Forex cela comme du swing trading. Ce qui est un peu ennuyant, c'est le surachat. Donc l'idéal serait que ça casse, que ça range comme ça sur du 15 minutes, sur du H1 et que ça casse par le haut qu'on aille chercher. Bon, encore une fois, question de timing. Ça, je peux pas l'expliquer, le montrer par anticipation. Tant que ça n'est pas arrivé, il faut apprendre à le faire. Néanmoins, c'est la raison pour laquelle je ne vendrai pas la borne haute de cette dérive latérale. USD Yen. Alors USD Yen, une paire que j'aime beaucoup, mais qui ne me donne pas de point d'entrée depuis un bon bout de temps. Bon, on va laisser tracer tout ce que j'ai tracé par le passé, puisque si c'est tracé, c'est que c'est pas mal tracé. Vous voyez, il y a tous les niveaux. Et les niveaux, pour le moment, semble-t-il, fonctionnent parfaitement bien. Niveau de résistance, niveau de support, niveau de résistance, boîte dans la boîte de la boîte de la boîte. Donc c'est toujours pareil, hein. Ici, nous avons... après, il faudra nettoyer, parce qu'au bout d'un moment, ça fait... on voit plus grand-chose. On va dire qu'au-dessus des 108, il semblerait que la cible des 108,50 puis des 109 et 109,55 soit engagée. Est-ce qu'on peut vendre ici en cas de soulèvement? Ben pour ce faire, on bascule sur les unités de temps supérieures telles que je viens de le faire sur NZD USD et on obtiendra la réponse puisque Ishimoku nous offre toujours la réponse. Pour terminer, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pour y voir un peu. Alors, je ne traite pas, moi, hein, les crypto-monnaies. Hein, je le fais parce que c'est très demandé et rien n'a bougé, quoi. Rien n'a bougé non plus sur le Bitcoin. Voilà. Donc, nous avons bien la borne haute ici, nous avons bien la borne basse, nous avons bien le fameux niveau des 10 000 points. Et une fois qu'on va chercher le niveau des 10 000 points, qui est un niveau majeur, les chandeliers hésitent hein, sur le graphique hebdomadaire. Ils sont bornés ici. Voilà. Donc la logique voudrait aussi qu'on casse les 10 420 points pour aller chercher de nouveau les 11 500. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et très probablement que si je bascule dans des unités de temps inférieures, je vais trouver une dérive latérale comme ceci. Et ça va me donner une bonne indication. Alors, on va la voir sur Daily, vous voyez? Sur Daily, la fameuse borne, bon, on tient compte de la mèche qui est ici. On a tapé le haut, c'est-à-dire au-dessus des 10 000 points, hein, la borne haute qui est ici au-dessus des 10 000 points. Il faudrait réajuster, bien sûr, hein, les bornes au graphique sur lequel on se trouve actuellement. La zone d'équilibre a flanché. Nous sommes ici sur le niveau des 8 900 points qui est un niveau majeur.
Sous les 8735 points, je pense que la probabilité de revenir chercher les 8100 points m'apparaît comme étant importante. Et ici, sur les niveaux que l'on a actuellement, je trouve qu'il serait imprudent de faire quoi que ce soit. Maintenant, on peut continuer à tracer des boîtes. Et par exemple, ici, la cassure des 9255 en intraday permettrait d'aller chercher les 9400. Vous voyez? Paf! Si on sort de cette boîte, on va chercher directement la Kijun-sen qui est juste au-dessus. A contrario, si on sort par la borne basse, bah, la première cible, c'est le niveau de support des prix ici à 8700 et ensuite tous les niveaux de SSB jusqu'à la borne basse du range. H4, on retrouve, vous voyez, après, encore une fois, ça s'ajuste. Hein, ce qu'on trace sur les unités de temps supérieures doit être ajusté sur les unités de temps supérieures. On retrouve exactement le range que l'on vient d'évoquer. Voilà, avec les cibles qui sont tous les niveaux de SSB sur le Bitcoin. Don Tony, il file, il a un rendez-vous. Merci Patrick et à demain. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi, Don Tony. Écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc, si je résume les indices SP500, etc., haussiers avec possibilité de cible à l'achat selon les conditions que l'on a observées en début de revue de marché. Ensuite, on a vu une opportunité de trading, un plan de trading que je me suis construit pour moi-même sur l'AUDCAD en H4 avec plus d'espace. Nous avons regardé aussi au niveau des opportunités, qu'est-ce que l'on a vu? Euro, USD, on a vu qu'en intraday, en très court terme, il y avait pas mal de choses à faire, mais vraiment pour aller chercher quelques petits points seulement à partir du 5 minutes entre ces cibles et beaucoup plus au-dessus des 1,1350 qui nous offrent les 1,14 et au-delà des 1,14, la possibilité d'aller chercher les 1,15. Nous avons vu aussi l'USD Yen. Hein, au-dessus des 108,15, peut-être les 108,50, puis les 109. Et un plan de trading, c'était sur quoi là? NZD, USD, au-dessus des 0, NZD, USD, pareil, au-dessus des 0,66, la possibilité d'aller chercher la borne haute du grand range à 0,6753 en swing trading. Et je sais plus ce que c'était, les fameux 20 points là, euro-yen, je sais plus ce que c'était. Au-dessus des est-ce que vous pouvez me rafraîchir la mémoire? 30 secondes. On en a discuté avec Anthony et c'était sur quelle paire? Je ne m'en rappelle plus. Vous voyez, comme quoi il faut le noter sur un papier, nos plans de trading, parce que sinon on les oublie. AUD, CAD, AUD Yen, AUD USD. On va regarder si quelqu'un me répond. Bon, peut-être es-tu parti déjà, Anthony. Euro-Yen probablement. Euro-Yen. Il ne sait plus non plus. Je crois que c'était Euro-Yen. Voyons voir. Ah non, c'est pas Euro-Yen. Si, au-dessus des 121,70. Merde, je sais plus. Bon, mais en cherchant, on trouvera. Alors, Euro-Yen. Alors, c'était bien Euro-Yen. Merci. Merci à tous. XRP, s'il te plaît, Pat, me demande Samuel. Alors, je vais faire ça pour toi, sauf que je ne sais pas ce que c'est XRP. XRP. Je ne sais pas ce que c'est XRP. Il faut que tu me dises ce que c'est. C'est une crypto? Rapidement, le Ripple. Alors, ça s'écrit Ripple, XRP. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir sur le XRP? Ben, on peut voir une tendance clairement baissière avec une remontada qui a provoqué le twist. Et ici, nous pouvons d'ores et déjà préparer notre boîte probable. Donc, il semblerait qu'après avoir tapé ici le bas à 0,17, cet actif veuille aller chercher la borne haute de cette dérive latérale, mais qu'elle soit confrontée, comme on l'a vu avec d'autres actifs, ici à une résistance intermédiaire. Donc là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur ces niveaux parce qu'on est beaucoup trop haut pour rentrer. On pourrait mettre un stop ici et donc nous n'aurions pas de ratio. Donc la seule chose à faire, c'est d'attendre que les prix reviennent chercher ici à 0,1853, la borne haute de cette dérive latérale. Et si au niveau de la borne haute de cette dérive latérale, les chandeliers japonais apparaissent après soulèvement, envisagez de vendre à condition que les unités de temps supérieures nous le permettent et valident notre plan. Donc je regarde vite fait. Oui, hein, dans une tendance clairement baissière, dans un range qui est en phase baissière et qui n'a peut-être pas encore atteint son niveau baissier des 0,1636. Nous avons ici la Kijun qui borne notre dérive latérale. Donc, selon moi,
et à condition et sous réserve de validation encore sur le weekly, voire sur le mensuel, puisque je ne connais pas très bien cet actif, la borne haute ici avec soulèvement offrirait peut-être probablement un nouveau signal de vente. C'était bien l'euro-yen. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre participation, de votre gentillesse, voilà, de votre fidélité à ce rendez-vous que je vais peut-être mettre tous les lundis à la place du mardi. Je vous dis à demain pour ceux qui le veulent bien pour la revue de marché action à 9h30 et je vous souhaite une excellente journée et une très très belle journée. Semaine. Bye bye. Merci à tous.